Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Irakoze. Bonsoir et bienvenue, chers auditeurs de la RPA, au journal de ce lundi 8 septembre 2025. Tout d'abord, les grandes articulations. L'Organisation de la lutte contre la corruption et les malversations économiques, OLUCOM, demande à la Banque de la République du Burundi, BERB, de sortir de son silence et de trouver une solution aux problèmes des citoyens qui se font dépouiller de leur argent par certaines institutions de microfinance, à l'instar de la microfinance Twikangule de Bujumbura. Cela fait maintenant 11 ans que 3 religieuses italiennes ont été sauvagement assassinées par les services de renseignement burundais. La justice n'a pas encore élucidé ce dossier. Dans ce journal, nous vous parlerons aussi du sport où l'équipe nationale du Burundi de football s'est inclinée ce vendredi à Abidjan face à la Côte d'Ivoire dans un match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est tout de suite dans ce journal. Encore une fois, bienvenue. Débutons par la page Droits de l'homme. Cela fait maintenant 11 ans que 3 religieuses italiennes ont été sauvagement assassinées par les services de renseignement burundais au sein de la paroisse Guido Maria Conforti à Kamenge, plus connue sous le nom de Kwabuyengero. Olga Rachietti et Lucia Polici ont été tuées égorgées, tandis que Bernadette Bogian a été décapitée. Les révélations sur ce dossier ont causé l'emprisonnement de Bob Lugulika, journaliste et directeur de la radio publique africaine, RPA. Jusqu'à présent, la justice burundaise n'a pas encore élucidé cet assassinat. Jean-Denis Nahadwe revient sur cet assassinat tragique des 3 sœurs missionnaires. Olga Rachietti avait 83 ans, Lucia Pulici était âgée de 75 ans. Les 2 sœurs ont été tuées égorgées le soir du 7 septembre l'an 2024 vers 17 h. La 3e victime, Bernadette Bogian, de 79 ans, a été décapitée vers 2 h. Toutes les 3 étaient au couvent de la paroisse Guido Maria Conforti de Kamenge, communément appelée chez Buyengero. Les 3 religieuses seraient victimes des informations qu'elles détenaient concernant les entraînements paramilitaires des Imbonerakure à Kilibaondes, à l'est de la République démocratique du Congo, et le trafic de médicaments et minéraux opéré par feu général Adolphe Nshimirimana. En date du 12 janvier 2015, le journaliste Bob Rugulika, directeur de la RPA, a amorcé une série de reportages des investigations qu'il avait menées sur ce triple meurtre. Parmi les personnes qu'il a approchées figuraient 2 des criminels qui ont exécuté sauvagement les 3 victimes. Un policier du nom d'Issa Ndouimana, surnommé Mwarabu, et un agent du service national des renseignements nommé Juvent Ndouimana. Les 2 individus ont éclairé le journaliste Bob Rugulika sur le triple meurtre. Depuis le jour de ces révélations, les proches du président feu Pierre Nkurunziza, surtout le général Adolphe Nshimirimana, patron du service national de renseignement d'alors, ont tenté d'intéresser le directeur de la RPA afin d'étouffer le dossier, mais sans succès. Ainsi donc, en date du 17 janvier 2015, il a été planifié d'éliminer physiquement Bob Rugulika en utilisant un détenu de la prison de Mpimba, mais là aussi, le plan a échoué. Le 19 janvier la même année, un mandat de comparution a été émis contre Bob Rugulika et le lendemain, en date du 20 janvier, il a été incarcéré à la prison centrale de Mpimba. Après des jours, le directeur de la RPA a été transféré vers la prison de Muramvya où il a passé tout un mois. Bob Rugulika a été libéré le 19 février 2015 grâce à une résolution du Parlement européen du 12 février l'an 2025. Ces 3 vieilles sœurs italiennes assistaient aux vulnérables dans l'est de la RDC et à Kamenge dans la municipalité de Bujumbura. Jusqu'à date, après 11 ans, la justice burundaise n'a pas encore donné de la lumière sur cet assassinat des 3 religieuses d'origine italienne. Merci Janvier. Nina Hadzgue, en page sécurité, la RPA a recensé 6 personnes assassinées dans 3 provinces du pays au cours de la semaine écoulée. Parmi elles, 2 ont été abattus par des agents des forces de l'ordre. Plus de détails avec Emmanuel Daishimie.
3 personnes ont été tuées en province de Gitega. La première victime est Ambroise Simbare, âgé de 74 ans. Son corps a été retrouvé mercredi dernier dans la rizière Luvzironza au niveau de la colline Bwoga, commune et province Gitega. Selon nos sources à Bwoga, la victime aurait récemment vendu leur parcelle pour un montant de 20 millions de francs. La deuxième victime est Remeji Murekambanze, abattu par un policier mardi dernier si la colline Gweza, zone Mungwa, commune Gitega. Il avait été arrêté à son domicile situé au quartier Karera Lirar. Les raisons de son exécution restent inconnues. La troisième personne tuée en province de Gitega est Jean-Marie, agent de sécurité dans le bâtiment appelé Kombo Kombo, situé au quartier Chatanya, ville de Gitega. Son corps a été retrouvé non loin du stade de football du même quartier. Nos sources à Gitega affirment qu'il aurait été étranglé par des personnes non identifiées. 2 autres personnes ont été tuées en province Burunga. La première est Athanase Manirakiza, un policier à la retraite. Son corps a été découvert jeudi dernier dans des herbes appelées Tripsakum, si la colline Gitwaro, commune Bururi. Nos sources affirment qu'il a été étranglé par des inconnus qui lui ont tendu une embuscade alors qu'il venait de retirer de l'argent au poste de Gweza. La deuxième victime de Burunga est Apollinaire Ndouamou, un militaire à la retraite. Son corps a été retrouvé dans la rivière Munemge, si la colline Gitsinda, commune Matana. D'après nos sources à Matana, la victime présentait de nombreuses blessures à la tête. Un conflit foncier pourrait être à l'origine de son assassinat. En fait, la dernière victime recensée par la RPA est une femme enceinte non identifiée tuée en province Bujumbura. Il a été abattu par un militaire mardi dernier alors qu'elle transportait clandestinement du carburant à la frontière avec la RDC si la colline Nyamitanga, zone Ndava, commune Bukinanyana. Les habitants les crament justice. Merci Emmanuel Ndaishimiye. Toujours en parlant sécurité, les va-et-vient des camions remplis de militaires burundais qui se dirigent vers la frontière de la République démocratique du Congo inquiètent la population de Chibitoke en province de Bujumbura. Cette population l'a indiqué à la RPA ces derniers jours. Un des anciens officiers supérieurs burundais qui connaît cette région indique que l'inquiétude de cette population est bien fondée. On l'écoute, il est au micro de Désiré Hatungimana. Cette inquiétude est très fondée si on sait que la population de Chibitoke, spécialement celle vivant le long de la Rusizi, connaît une situation sécuritaire très perturbée depuis même 1991, année pendant laquelle il y a eu des urgences de membres des combattants du FNL Kalipehutu. La situation a perduré avec les crises de 93 et les moments qui ont suivi jusqu'à nos jours. Cette population est traumatisée par la guerre qui sévit dans cette région avec les conséquences sur la vie de la population parce que cette situation a occasionné beaucoup de pertes en vies humaines et la dégradation de l'économie et du bien-être social de la population. Cet ancien officier supérieur burundais sera l'invité de ce journal. Les actes de vol continuent de se multiplier dans la commune de Mngaro. Au cours de la nuit dernière, l'école à régime d'internat, le Mignon de Saint-Joseph de Kibombo, a été cambriolée par des voleurs qui ont emporté divers équipements, notamment du matériel de cuisine, de couchage et de puisage d'eau. Le point avec Rémi Nderagakura. L'école Le Mignon de Saint-Joseph de Kibombo qui a été cambriolée durant la nuit dernière en commune de Mngaro est située en zone Kayokwe. Les informations recueillies à Kayokwe indiquent que de nombreux équipements ont été volés, notamment du matériel de couchage. Durant la nuit dernière, des bandits ont cambriolé l'école Le Mignon de Saint-Joseph de Kibombo qui dispose d'un internat appelé Pevina. Ils y ont dérobé des marmites, des bidons ainsi que des matelas. À ce jour, les auteurs de ce vol n'ont pas encore été identifiés.
Ce cambriolage survient après plus d'un mois de recrudescence des cas de vol dans différentes localités de la commune de Mwaro. Ces vols ont été signalés aussi bien que dans les ménages où des maisons ont été cambriolées que dans les débits des boissons, sans oublier le vol de bétail. Comme ils l'avaient déjà demandé, les habitants de Mwaro continuent de réclamer une meilleure protection à leur sécurité. Les cas de vol ne cessent d'être signalés. Franchement, nous demandons que les forces de l'ordre et de sécurité s'activent afin de mettre un terme à ces actes. Il est regrettable de constater que dans un lieu où sont présents des agents de l'ordre et de sécurité, les vols continuent sans que les auteurs soient identifiés ni arrêtés. La rédaction de la RPA a tenté de joindre par le téléphone Warukundo Calixte, l'administrateur de la commune Mwaro, pour recueillir sa réaction, mais en vain. Merci Rémi Nderagakura. Après une courte pause, c'est la page économie. RPA. Parlons économie. L'organisation de lutte contre la corruption et les malversations économiques, Olicom en sigle, demande à la Banque de la République du Burundi, BRB, de sortir de son silence et de trouver une solution aux problèmes des citoyens qui se font dépouiller de leur argent par certaines institutions de microfinance. Le chargé de la communication au sein de l'Olicom, Alexis Nimuwona, s'exprime suite aux plaintes des membres de la microfinance Twikangure, située dans la ville de Bujumbura, qui ont été escroqués par les anciens dirigeants de cette institution. Je vous propose de l'écouter. Nous avons reçu beaucoup de dénonciations en rapport avec une forme d'escroquerie qui se fait à certains citoyens à travers les formes de microfinance. Les victimes de cette escroquerie, ici on peut signaler le camp de microfinance Twikangure. Se sont adressés aux différentes institutions chargées de la gestion et la supervision du fonctionnement des microfinances comme la BRB, mais en vain. La question que l'Olicom se pose de savoir pourquoi la BRB ne répond pas favorablement à ses citoyens alors qu'avant l'ouverture d'une maison financière, cette dernière trace des fonds de garantie sur le compte de la BRB. En plus, l'Olicom se pose toujours la question de savoir pourquoi la BRB y met de la légèreté dans la supervision des microfinances jusqu'à ce que les fonds des citoyens soient escroqués. Alors qu'avant l'ouverture de ces institutions financières, ces derniers tracent sur son compte des fonds de garantie et en plus, les responsables de ces microfinances possèdent des biens que la BRB peut vendre afin qu'elle trouve des fonds à rembourser à ses victimes. Et à cet effet, nous demandons à la BRB de sortir de son silence pour expliquer aux citoyens en général et aux victimes de cette escroquerie en particulier ce qui s'est passé et ce qu'elle prévoit pour rembourser favorablement aux victimes. En plus, la BRB doit toujours avoir un œil rigoureux pour superviser les institutions financières afin de protéger les fonds des citoyens et les intérêts du pays. C'était Alexis Nimuwona, le chargé de la communication au sein de l'Olicom. En page éducation, le monde entier a célébré ce lundi 8 septembre la journée de l'alphabétisation sous le thème « Promouvoir l'alphabétisation à l'ère numérique ». Au Burundi, une organisation non gouvernementale d'origine belge dénommée Louvain Coopération qui appuie dans le programme d'alphabétisation indique que 30% de femmes adultes sont analphabètes. Balthazar Miburo pour plus de détails. La journée internationale de l'alphabétisation est célébrée depuis en 1967. L'UNESCO, l'organisation en charge de l'éducation, des sciences et de la culture, souligne que cette célébration constitue une occasion de privilégier de rappeler aux décideurs et aux spécialistes que le savoir lire et écrire joue un rôle essentiel dans la société, tant pour que l'acquisition des connaissances que pour l'installation d'une paix durable. Bien que des progrès aient été enregistrés depuis cette date,
dans l'alphabétisation. L'UNESCO indique que le nombre de personnes analphabètes reste encore très élevé. Dans le monde, en 2024, environ 239 millions de jeunes et adultes n'ont pas eu la chance d'apprendre à lire et à écrire. La majorité entre eux vivant en Afrique et en Asie du Sud. Au Burundi, selon l'organisation non gouvernementale belge Nouvelle Coopération, près de 30% des femmes adultes ne savent ni lire ni écrire. Une réalité qui constitue un frein important à leur autonomie économique et à leur développement. Dans le but de le soutenir, cette organisation belge organise des cours d'alphabétisation pour adultes. Ces derniers jours, dans les provinces du sud du pays, 254 personnes, dont 212 femmes adultes, ont bénéficié de ces formations. Une opportunité pour elles de mieux s'impliquer dans les initiatives de développement. Merci Balthazar Miburo. À présent, page sport. L'équipe nationale du Burundi de football s'est inclinée ce vendredi à Abidjan face à la Côte d'Ivoire sur 1-0 dans un match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Ce mardi, le Burundi croisera le fer contre la Gambie et à la CECAFA féminine. La formation burundaise de Top Girls Academy a fait ce lundi un match nul et vierge contre Rayon Sport du Rwanda. Reportage de Désiré Hatungimana. Cette équipe de Top Girls Academy qui représente le Burundi à ses éliminatoires de la CECAFA féminine est entrée en liste ce lundi. Elle a joué contre Rayon Sport du Rwanda qui a gagné son premier match contre Kamasho Bank de l'Éthiopie par 2-1. Ce match, très attendu comme d'habitude, quand les équipes burundaises croisent celles du Rwanda, s'est soldé sur un résultat nul et vierge. C'est une compétition qui se déroule à Nairobi au Kenya. Ce lundi, à Bujumbura, à partir de 16h au Centre technique national, débute la CECAFA du football dédiée aux handicapés physiques. C'est le Burundi qui va ouvrir les débats contre la RDC. 6 équipes participent à cette compétition. Il s'agit du Burundi, pays hôte, de la RDC et de la Zambie placés dans le groupe A, du Kenya, de la Tanzanie et de l'Ouganda qui sont dans le groupe B. Toujours à la CECAFA, mais cette fois-ci à la CECAFA Kagame Cup, qui oppose les clubs champions de cette zone. L'équipe de Bumamuru a perdu son second match contre KMC sur un score d'1-0. Cette défaite est synonyme de l'élimination à cette compétition pour cette formation burundaise avant même de jouer son dernier match contre Molandek de Zanzibar, prévu ce lundi à 15h. Bumamuru avait pris la place d'Aigle Noir, champion du Burundi, qui a décliné l'invitation à la dernière minute. Toujours au football pour vous dire que le Burundi a livré ce vendredi à Abidjan son 7e match sur les 10 qu'il va jouer dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qui se déroulera aux États-Unis d'Amérique, au Mexique et au Canada. Pendant ce match, le Burundi s'est incliné sur un score d'1-0. Le but de la victoire a été marqué à la 3e minute par Vakum Issouf Bayo, joueur de Udinese en Italie. Les joueurs de Patrick Sangwa, sélectionneur national, ont essayé de revenir au score, mais c'était une mission impossible face aux champions d'Afrique. D'ailleurs, n'eût été la vigilance de Jonathan Ahimana, gardien burundais, le score aurait été lourd. Après cette journée, la Côte d'Ivoire est première avec 19 points, suivi du Gabon avec 18 points, et le Burundi est 3e avec 10 points. Le match de ce mardi entre le Gabon et la Côte d'Ivoire à Libreville sera très déterminant pour la qualification à cette Coupe du Monde. Ce même jour, le Burundi jouera contre la Gambie à Nairobi au Kenya, où la formation gambienne a préféré jouer son match en attendant que son stade soit homologué. Au match aller, le Burundi avait battu la Gambie par 3-2. C'est le moment de l'invité de notre journal et s'entretient avec notre confrère Désiré Hatungimana. Bonjour et bienvenue à la RPA. Bonjour et merci de votre accueil. Vous êtes un ancien officier supérieur de l'armée burundaise. Vous connaissez très bien l'Est de la République démocratique du Congo. Si le M23 parvient à conquérir Uvira, comme ce fut le cas pour Goma et Bukavu, quelles sont les conséquences possibles pour la sécurité au Burundi? Si le M23 parvenait à conquérir Uvira et ses alentours, cette situation risque de dégénérer et d'affecter
dangereusement la sécurité du Burundi, spécialement le long de la frontière avec le Congo, y compris les alentours de Bujumbura. C'est une situation qui serait très difficile à gérer pour le Burundi parce que ça engendrerait le mouvement important et non coordonné de la population qui prendrait fuite vers le Burundi. Je ne pense pas que le Burundi, quoique ayant pris part dans les combats dans le nord Kivu et dans le sud Kivu, soit préparé pour accueillir ces réfugiés et contenir la situation. À cela, il faut ajouter tous ces combattants qui seraient défaits, les membres de la Force de défense nationale du Burundi, les FDLR, les Wazalendo, les Imbonerakure, les membres de FARDC qui s'ajouteraient à la population de Bujumbura et des alentours qui fait face actuellement à des problèmes liés à une situation très précaire. Je pense que cette situation serait très difficile à gérer du point de vue sécuritaire et humanitaire. Est-ce que les M23 ont le droit de les poursuivre jusqu'au Burundi? Le droit de poursuite est garanti par les textes et les usages de guerre. Les belligérants ont le droit de poursuivre un ennemi défait jusqu'au dernier retranchement. Ceci est d'autant plus vrai que tous ces combattants FARDC, de FDLR, de Wazalendo, des Imbonerakure combattent de façon étroite avec les FNDB. Alors le M23 serait en droit de poursuivre ces combattants pour éviter qu'ils ne s'organisent au Burundi et passer à la contre-attaque les jours qui suivront. Est-ce que ça ne peut pas être un début de la fin du règne du pouvoir actuel de Ndayishimiye si les choses continuent ainsi? Dire que c'est le début de la fin, je pense que c'est trop dire parce que quand même le gouvernement a encore la latitude de se désengager de cette guerre inutile et inopportune pour le Burundi. Et si ce n'est pas le cas, quelles sont les conséquences sur le pouvoir actuel? Si tel n'est pas le cas, le gouvernement prendrait une lourde responsabilité, car comme nous l'avons souligné, cette guerre a entraîné beaucoup de pertes pour le pays et pour la nation. Si on tient compte de nombreuses vies humaines emportées par cette guerre, des militaires portés disparus, d'autres emprisonnés pour avoir refusé de prendre part à cette guerre qui n'a pas de raison d'être. Et que cette situation perdure, je pense et crois fermement que toute la population burundaise est en droit de se lever comme un seul homme pour exiger le départ immédiat de ce gouvernement qui aura plongé le pays dans le chaos. Merci pour votre spontanéité. C'est moi qui vous remercie pour m'avoir accordé cette opportunité. Merci à toi, Désiré Hatungimana, ainsi qu'à notre invité. Et voilà, c'est ici que prend fin le journal du 8 septembre 2025. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous mes collègues. Bon début de la semaine à tous.